Les verbomoteurs. Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici votre animateur Simon Lessard, en compagnie cette semaine de mes chroniqueurs Antoine Malenfant. Oui. Bonjour Antoine. D'accord. Bonjour Simon. Benjamin Boivin. Non. Non. Et pour la deuxième fois cette saison à l'émission, Brigitte Bédard. Peut-être. Peut-être. Non, tu es bien là, présente. Brigitte, tu aimes notre nouveau décor? Ouais, je trouve ça vraiment chouette. Ah, J'aime beaucoup ça. La En semaine- fait, Ah oui? oui. As-tu Je trouve un ça plus objet beau. que tu aimes plus particulièrement dans notre J'ai vu décor? la machine à écrire manuelle là, sur laquelle j'ai appris à écrire, n'est-ce pas, en secondaire 5, en 1986. C'est là-dessus que j'ai appris à écrire. On avait des panneaux, là, puis il fallait qu'on fasse ça comme ça. Là, puis moi, j'ai des très petits doigts, puis j'arrivais pas à enfoncer le petit doigt, le S. Vous étiez où en 1986, vous autres, les gars? Moi, j'étais soit dans le sein maternel ou sur le... Alors, j'ai des cheveux dans blancs, les c'est pas bras pour de ma rien. mère. C'est ça. Toi, Antoine? Ouais, moi, j'étais en train de me faire changer de couche, là, je pense. Mais Moi, j'étais pas proche d'être une considération. c'était même pas un projet. T'étais dans la pensée de Dieu, Benjamin. Oui. C'est vrai. Peut-être pas la meilleure, mais... Non, pourquoi tu dis ça? Alors, retrouvons notre sérieuse. Durant la prochaine demi-heure, nous discuterons ensemble des attaques djihadistes qui affectent le Mozambique. Pourquoi ce pays est-il le théâtre de tant de violence? Nous reviendrons aussi sur la saison 4 de la série The Chosen que Brigitte Bédard est allée voir au cinéma. Comment expliquer le succès phénoménal de cette série? Sur Jésus, ne manquez surtout pas ça en toute fin d'émission. Mais tout d'abord, on commence cette émission avec une nouvelle loi au Québec qui change un peu la vie des locataires et de leurs propriétaires. Benjamin Boivin, mercredi dernier, l'Assemblée nationale du Québec a adopté la loi 31 modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, dont la possibilité de céder son bail à une personne de son choix. En fait, ce sera plus possible, si j'ai bien compris. En fait, c'est que ça donne la possibilité aux propriétaires de refuser, plutôt. Donc, il faut comprendre que la cession de bail, là, ceux qui, parmi nos téléspectateurs, auront eu cette expérience-là, quand on est un locataire, on n'a pas beaucoup de contrôle sur le prix des logements. On se cherche un logement, on voit que c'est un peu toujours pareil, on prend celui qui nous convient, et puis on essaie de le garder le plus longtemps possible parce qu'on sait que les prix sont toujours en augmentation. Au moment de quitter un logement, on sait que on peut chercher dans notre entourage une personne qui elle-même a besoin d'un logement et lui céder notre bail de telle manière que le prix des logements en général n'augmente pas trop. Il y a beaucoup de gens qui sont des locataires et qui ont le souci, soit pour ne pas payer trop cher eux-mêmes, aider leurs amis, ou par un souci plus général de contrôle du prix des logements, qui vont faire cette pratique-là de manière habituelle et beaucoup de gens en bénéficient. C'est possible pour le propriétaire, dans le régime actuel, de refuser seulement dans en situation où il y a des motifs sérieux. Par exemple, en situation d'insolvabilité de la personne à qui le bail serait cédé. Mais maintenant, avec cette nouvelle loi-là, il ne sera plus possible pour les locataires d'être certains de pouvoir céder leur bail parce que les propriétaires peuvent refuser selon leur bonne volonté. OK, mais là, on est en contexte de crise du logement. Benjamin, le gouvernement prétend qu'il fait cette loi sur l'habitation, qu'il y a plusieurs mesures, là, pas juste celle-là, pour aider, contribuer à atténuer cette crise. Comment est-ce que ça va aider les locataires qui ne puissent plus céder entre eux leur baux? Bon, bien, comme tu l'as dit, la loi, elle a une portée très générale. Il y a des mesures qui visent différents secteurs d'activité, dans tout ça dans le contexte général de l'habitation, la réglementation municipale, etc. Et puis, le propos du gouvernement, c'est de dire que effectivement, il faut adopter des mesures législatives pour contrôler l'augmentation des prix, mais cette manière-là de faire ne devrait pas être utilisée. En fait, la cession de bail ne devrait pas être utilisée comme un mécanisme de contrôle des prix. Ça, c'est la position officielle du gouvernement. C'est ce que la ministre a dit à plusieurs reprises. Elle a d'ailleurs dit que les locataires qui voudraient utiliser cette méthode-là pour contrôler les prix, ben eux, ils ont juste à se lancer dans l'immobilier. C'est simple, hein? Elle nous donne des belles solutions, la ministre. Ouais. Il y a une espèce d'a priori, j'imagine aussi, vous me corrigerez là, si je me trompe, que si on libéralise le marché, là, on enlève ce genre de contraintes-là, il y aura plus de propriétaires enclins à se lancer dans l'immobilier. Et donc,
le marché va se réguler lui-même, puis il va y avoir plus d'offres, donc un meilleur marché pour les locataires. C'est un peu ça. Je pense qu'il y a quelque chose comme un postulat libéral de ce type-là derrière ça. En même temps, la loi, elle prévoit des mécanismes compensatoires, là. Il y a des mécanismes dans la loi qui sont conçus pour contrôler l'évolution des prix, notamment une obligation plus forte des locataires d'inscrire dans les baux à la clause pertinente le prix le prix que le dernier locataire payait. Jusqu'à récemment, il y a beaucoup de propriétaires qui ne s'acquittaient pas de cette obligation-là. Si aujourd'hui, ils continuent de le faire, ils risquent de s'exposer à des sanctions punitives, des amendes, des choses comme ça. Il y a un certain nombre d'autres mesures qui, à mon avis, ne sont pas proportionnées au changement qui a été appliqué à la cession de bail et qui, finalement, changent l'équilibre des forces là, dans la relation entre les propriétaires et le locataire à la faveur des propriétaires. Déjà, dans un contexte économique tendu là, au niveau de l'accès à la propriété et de l'accès même au logement, un simple logement. On est vraiment dans une situation où les plus pauvres, ou disons ceux qui sont dans la classe moyenne ou en bas de la classe moyenne, ont de la difficulté à acquérir des biens de base et à trouver un logement adapté à leurs besoins. Je pense que de changer l'équilibre, la mixité dans le système réglementaire à la faveur des propriétaires, c'est vraiment pas de nature à servir le bien commun. Je vais essayer de me faire l'avocat du diable, c'est-à-dire du gouvernement. Peut-être que le gouvernement se dit, si on donne un petit peu plus de contrôle aux propriétaires, ça va, comme disait Antoine, ça va les stimuler à construire plus d'habitations. Puis en ce moment, on en manque d'habitations, puis on manque d'entrepreneurs qui veulent investir dans des constructions. C'est vrai qu'on est dans une situation de crise du logement, puis l'une des raisons pour lesquelles cette crise-là a lieu, c'est qu'il y a un manque de nouveaux logements dans un contexte où la population continue d'augmenter pour différentes raisons. Et l'une des causes de ce manque, c'est l'absence de motivation et d'énergie à la construction de nouveaux bâtiments. Plusieurs des contracteurs qui sont impliqués dans cette industrie-là vont dire que la raison pour laquelle ça avance pas, c'est qu'il y a des obstacles réglementaires. Mais il y a aussi plusieurs autres raisons, là, des raisons de divers genres, notamment des... Mais le coût des matériaux, le je coût pense des matériaux, que c'est assez majeur. le manque de main-d'œuvre. Ben oui. Il y a plusieurs raisons. Et pour répondre à ce que tu dis plus directement, les propriétaires sont généralement pas ceux. Ça arrive là, qu'il y a des propriétaires qui sont également des constructeurs, mais les propriétaires, ça touche un vaste bassin d'individus qui, plusieurs, sont simplement les propriétaires de bâtiments, soit qu'ils ont acheté, soit qu'ils ont hérité. C'est vraiment... c'est un peu une réponse facile à un problème qui est plus complexe. Est-ce qu'il n'y a pas une mesure qui va permettre à certaines municipalités de mettre entre parenthèses, disons, leurs normes d'urbanisme pour favoriser des nouvelles constructions? Ben justement, un peu dans un même esprit de libéralisation, là, dans l'idée qu'en réduisant les normes, on va favoriser le développement d'un marché qui va servir l'intérêt de tous. Il y a une disposition dans la loi qui prévoit que dans les municipalités de plus de 10 000 habitants où il y a un taux d'inoccupation des logements de moins de 3 %, c'est-à-dire une municipalité où les logements sont très occupés. Ce qui est le cas quasiment partout au Québec. Ce qui est le cas presque partout au Québec. Dans ces municipalités-là, pendant une période temporaire de 3 à 5 ans, l'initiative de construire des bâtiments de plus de 3 logements sans respecter le cadre réglementaire relatif à l'urbanisme, donc des règles d'urbanisme que chaque municipalité produit, ben ça va être permis. Et donc, on peut s'attendre à la construction dans les prochaines années, à la suite de cette loi-là, de bâtiments qui risquent d'être des verrues urbaines, des verrues dans la ville, des projets d'enlaidissement. On sacrifie la beauté et l'harmonie pour la rapidité. Pour la rapidité. Et donc, on cherche à régler un problème à court terme par une solution qui va créer des problèmes importants à long terme. Une fois qu'on a des bâtiments, des parcs immobiliers affreux construits partout à travers les villes, partout à travers le Québec, on ne se débarrasse pas de ça comme on veut. Là. Le logement, Benjamin, c'est quand même pas un bien comme un autre. C'est assez fondamental. D'un point de vue, je dirais, de la doctrine sociale de l'Église catholique, est-ce que ça a une place particulière au niveau des droits? Ou oui, devoirs? Évidemment, les besoins les plus élémentaires comme se loger, se nourrir, se vêtir, chaque individu a droit à ce que ces besoins-là soient rencontrés. Il y a divers moyens qu'une société peut choisir d'entreprendre pour rencontrer ces droits-là, ces biens élémentaires-là. Mais il faut comprendre aussi que plus profondément, le fait qu'une grande partie de la population, notamment des gens qui voudraient être propriétaires et qui ne le sont pas, n'aient pas accès à la propriété, là, justement, là, puis que ça met beaucoup de gens dans des situations où ils doivent se chercher un logement plutôt que se chercher une habitation à laquelle ils vont pouvoir donner un peu du leur. Là. Ça aussi, c'est un problème que la doctrine sociale de l'Église auquel la doctrine sociale de l'Église a des choses à dire.
Merci beaucoup, Benjamin. J'ai l'impression qu'on va reparler de cette crise de logement dans les prochains mois. Ça se réglera justement pas si rapidement, malgré la loi 31. Voilà, tu es chef de pupitre au magazine Le Verbe. Merci. Merci. Antoine Malenfant, le 12 février dernier, une violente attaque a eu lieu dans le nord du Mozambique. Quelques jours plus tard, le pape François appelait les fidèles de partout dans le monde à s'unir à lui dans la prière pour soutenir les populations victimes de ces attaques. Antoine, peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe exactement dans ce pays en face de Madagascar? Ouais, c'est bien que tu le précises, hein, parce que j'ai dû, quand j'ai dit à mes enfants que j'allais parler de ça, j'ai dû leur situer un peu sur la carte, c'était où. C'est un pays dont on n'entend à peu près jamais parler. C'est une ancienne colonie portugaise au sud, dans le sud de l'Afrique, sud-est. Et qu'est-ce qui se passe là? Ben, c'est un peu... tout ça, c'est sûr qu'il y a toute une histoire qu'on pourrait faire là, à partir de la colonisation. Mais ce qui se passe plus récemment, là, c'est que depuis 2017, il y a des poussées, là, des razzias qui sont faites par des espèces de milices liées, disent-elles, à l'État islamique, à Daesh, qui font des incursions, là, des avancées dans des villages du nord du Mozambique. Et le 12 février dernier, ce qui s'est passé, plus précisément, c'est dans la région de Cabo Delgado, qui est tout au nord du pays. Dans le diocèse de Pemba, il y a eu des milices islamiques qui sont rentrées, qui ont brûlé carrément tout le village. Dieu merci, les gens avaient pu quitter le village, avaient été informés qu'il y avait cette avancée-là qui se faisait dans les heures qui précédaient. Ils ont pu tout quitter, mais quand ils sont revenus sur place, leur maison était complètement rasée par les flammes. Les installations publiques, l'église, l'école, les dispensaires, tout ça a été rasé aussi. Donc, on imagine la consternation des gens. C'est une catastrophe, là. C'est pas nouveau, Antoine, ces violences au Mozambique. Je me demandais, par contre, tu disais, des gens qui se revendiquent de Daesh, Ouais. de l'État islamique, des djihadistes. Est-ce que c'est un conflit d'abord religieux? C'est extrêmement complexe. Il y a plusieurs zones de non-droit dans ce coin-là de l'Afrique. On pense un peu plus haut, il y a la Tanzanie, le Kenya, et un peu plus haut encore, il y a la Corne de l'Afrique, la Somalie, l'Érythrée, pas très loin de là aussi. Alors, c'est des États très faibles, hein, des États qui sont encore aux prises avec des graves problèmes de corruption endémique, qui se sont relevés tranquillement de la colonisation, mais c'est pas tout à fait réglé. Là. Il y a des enjeux de gaz naturel très importants dans ce secteur-là du Mozambique. Il y a des intérêts. C'est un passage aussi de bateaux là, qui est un point crucial dans le commerce mondial. Donc, tout ça est imbriqué. Il y a des conflits ethniques qui perdurent depuis très longtemps aussi. Mais là, donc, c'est pas a priori des conflits religieux. Je dirais c'est des conflits politiques essentiellement qui sont aussi récupérés malheureusement par des groupes religieux. Alors, Simon, le groupe là, qui revendique la plupart de ces attaques-là s'appelle Al-Shabaab, ce qui veut dire la jeunesse, qui est rattaché, on le disait un peu plus tôt, là, à Daesh. J'ai entendu, Antoine, qu'il y a eu une histoire quand même étonnante d'un sauvetage lors de la dernière razzia. Peux-tu nous en glisser un mot? Juste pour préciser un petit peu, là, qu'on comprenne l'ampleur là, du genre d'incursions qui se font, là, puis je reviendrai à ce point-là tout de suite après. Il y a depuis 5-6 ans là, des centaines de milliers de déplacés. On parle même d'1,5 million de déplacés à l'intérieur du pays. On imagine la pression que ça fait sur les villes plus au nord, plus au sud, c'est-à-dire... il y a eu, on dénombre là, environ 4000 morts depuis. L'événement de la semaine passée, il n'y a pas eu de mort, Dieu merci, mais il y a des milliers de morts attachés à ces razzias-là. Alors, Aletheia nous rapportait la semaine passée que quand il y a eu cette incursion-là dans le village de Mazézé, le prêtre du village a réussi, dans sa fuite, à recueillir tous les documents officiels de la paroisse, les registres de baptême, de mariage. Dans un état où l'État, justement, est si faible, ce genre de document-là est essentiel pour la mémoire de la collectivité. A aussi réussi, et ça c'est peut-être le point culminant de l'affaire, a réussi à sauver les saintes espèces, hein, le Saint-Sacrement, lors de la fuite, là, il y a eu le sauvetage, on pourrait dire, du Saint-Sacrement.
Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Brigitte Bédard, la saison 4 de la célèbre série américaine The Chosen, l'élu en français, est présentement à l'affiche au cinéma et sera bientôt accessible à tous gratuitement sur Internet. Brigitte, cette série là, sur Jésus et ses apôtres, c'est un véritable phénomène culturel. On dit, je pense que plus de 100 millions de personnes auraient déjà écouté au moins un épisode à travers le monde. L'épisode numéro 1. OK, ouais. l'épisode, ouais. ça, c'est juste l'épisode numéro 1. En fait, il y a 600 millions de vues. OK, jusqu'à c'est beaucoup plus maintenant. que je pensais. Ouais. Bon, ben, de quoi ça parle, cette série? C'est quoi le secret de cette série? Ça parle de Jésus. Bon. Mais j'imagine que c'est pas juste ça. Ben non, Fin de la Peut-être chronique. que c'est ça, le fin de la secret. chronique, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est que oui, ça parle de Jésus. Puis bon, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Jésus. Il va mourir crucifié, puis 3 jours après, il ressuscite. Bon, on l'écoutera pas, Bon, tu ben, nous as vendu c'est ça. une punch. On connaît déjà, là, pour les spoilers, on connaît déjà la fin. Mais ce qu'il y a de spécial dans cette série-là, premièrement, c'est une série. Il n'y a jamais eu vraiment de série. Bon, il y en a déjà eu, mais pas de ce calibre-là, je dirais. Mhm. Il y a des films, il y en a eu plein de films. Là. Oui, il y a eu des films, mais de là avoir. Il y a eu des mini-séries aussi de plusieurs. Oui, mais pas épisodes. de ce calibre, je dirais, artistique. OK? Au niveau du casting, au niveau de l'écriture du scénario, là, c'est vraiment exceptionnel. Et on voit que, bon, ils sont 4 à écrire la série et ils consultent des prêtres catholiques, des pasteurs évangéliques et des prêtres orthodoxes pour que vraiment ça... Des rabbins aussi, je pense. Oui, hein, des rabbins. Il y a un rabbin, 2 rabbins juifs qui sont là pour conseiller parce qu'on c'est vraiment une incursion dans le monde juif. Comment Jésus était juif, toutes les pratiques religieuses qu'il faisait, ce qui se disait, ce qui se disait pas, toutes les rites de purification. Donc, on rentre vraiment dans cet univers. Et je dirais, au niveau du casting, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Dallas Jenkins, qui est le producteur et réalisateur, est allé chercher vraiment des acteurs assez connus qui jouaient dans CSI, qui jouaient dans plein de mini-séries américaines. Donc, c'est des comédiens qu'on connaît ou qu'on a déjà vus, qu'on voit encore dans d'autres films comme Indiana Jones. Donc, au niveau du casting, c'est très fort. Et le personnage principal, mais qui n'est pas vraiment le personnage principal, qui est Jésus, parce que les personnages principaux, ce sont les personnes qui rencontrent Jésus. Donc, je dirais que la caméra est sur ceux qui rencontrent Jésus, comment ça vient changer leur vie. Et on rentre dans la psychologie des personnages et on s'attache aux personnages comme dans n'importe quelle mini-série. Donc, Jésus arrive, là, comme dans l'épisode numéro 1 de la saison 1, Jésus arrive à la toute fin. À la toute fin, tu as vu comme 50 minutes, tu te dis, mais ça rime à quoi? Tu cherches un peu. On est déstabilisé, en fait. Et je connais beaucoup de chrétiens pratiquants là, qui n'ont pas accroché au premier épisode parce qu'on ne voyait pas Jésus. Mais je connais plein de monde qui n'ont pas la foi, ben plein, enfin, quelques-uns, qui ont regardé et qui ont aimé cette perspective nouvelle. OK, ça, je trouve ça intéressant. Une série sur Jésus, mais qui, selon toi, peut être intéressante pour des gens qui n'ont pas nécessairement la foi, qui ne se disent pas nécessairement chrétiens. Oui. Quel intérêt ça peut avoir? Quel intérêt, justement? Ben, c'est parce que la série, elle a tous les ingrédients d'une série comme toutes les autres séries. La trame sonore est exceptionnellement bonne, là. C'est vraiment du grass blues, c'est très d'actualité. Et puis, il y a aussi le fait que, ben, il y a du drame. Il y a beaucoup d'humour. Jésus fait des blagues, il est drôle, mais toujours des jokes très subtils. On fait vraiment appel à l'intelligence du téléspectateur. Il y a de la violence, il y a de la tendresse, il y a du sexe. Ah oui, il y a du sexe. Ben, tu sais, c'est du sexe chrétien, ça veut dire du sexe Le au meilleur, niveau le meilleur. sacré. Oui, on voit qu'il y a on voit que c'est sacré, c'est soft, là. Il n'y a pas de scène de sexe, là, mais on voit l'after sex. Pierre avec sa femme qui se parle, tu sais, après
ils se sont pas vus depuis longtemps. Donc, ils parlent des vraies choses, qu'ils veulent commencer leur famille. On parle de grossesse pour les femmes. Il y a des cliffhangers, comme on dit en bon français. Donc, on finit un épisode avec un cliffhanger, un suspense que... Tout ce que tu veux faire, c'est voir l'épisode d'après, qu'est-ce qui va arriver au personnage, tu sais. La distribution, je l'ai dit, est exceptionnelle, mais aussi il y a des histoires d'amour. Il y a une histoire d'amour entre les disciples puis qui rencontrent une femme. Tout d'un coup, on dirait, comme ma fille de 16 ans m'a dit, là, que ça a pris 3 ans avant que je dise « Eva-Marie, tu n'as pas besoin d'être une Jesus Freak pour écouter l'épisode. Tu vas voir, il y a tout ce que tu aimes. » Et effectivement, elle a accroché. Et c'est étonnant parce qu'on est dans un monde où on dit « Oh, la religion s'est dépassée, le christianisme est en déclin. » Puis là, une série sur Jésus qui fait un tabac comme ça. Parce qu'en même temps, Jésus il y a de serait éternel ou universel, en tout cas. C'est ça, parce qu'en même temps, Jésus fait des enseignements. Et on voit, comme au cinéma, là, à l'épisode 4, 5, 6 que j'ai vu dernièrement, là, il y a une page d'évangile que tu vois qui est reliée avec une loi romaine qui était imposée aux Juifs. Très d'actualité pour les Juifs de l'époque. On apprend non seulement sur leurs limites comme Juifs, mais comment la loi romaine souvent leur était imposée et comment Jésus va montrer à ses élèves comment vivre l'Évangile. Alors, je ne vais pas faire de spoil là, parce que ce n'est pas sorti encore en streaming, mais ça ne saurait tarder. On ne connaît pas encore la date, mais ça devrait être autour de après le 10 mars, parce que c'est après le 10 mars que la grande finale, l'épisode 7 et 8, va être terminée au cinéma. Donc. Alors, je sais que toi, tu es allé voir au cinéma, tu t'es même rendu aux États-Unis pour voir les premiers épisodes, mais c'est possible dans quelques salles aussi dans la région de Montréal. Oui. Est-ce que c'est pas une première, ça, qu'une série soit en primeur diffusée d'abord en salle de cinéma? Moi, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. S'il y en a qui en connaissent, mais ils sont allés graduellement. Hein. Ils ont tâté le pouls pour voir est-ce qu'on aurait l'audience pour assumer des salles de cinéma. Et oui, donc en saison 3, donc l'année passée, en 2023, toute la série a été au cinéma avant d'être diffusée en streaming. Puis on y va à coup de 3 épisodes. Donc, tu te déplaces pour la peine. C'est 3h30 de temps. Tu sors de là. Puis à la fin, ce qui est très drôle, c'est qu'à la fin, tu sais, c'est une crowd un peu spéciale. Là, des Jesus Freaks comme toi. C'est ça. À la fin, ça applaudit, tout le monde se salue. Tu sais, c'est un peu étrange, mais c'est bon, ça goûte bon. Puis même si on n'est pas chrétien, puis qu'on n'est pas des super pratiquants, mais qu'on est juste comme intéressé, ça vaut vraiment le déplacement. Brigitte Bédard, journaliste au magazine Le Verbe, merci. Tu nous donnes le goût d'écouter cette série, qui est toujours un peu un an en retard si on veut l'écouter en français, mais on a toujours la possibilité de l'écouter sous-titré français. Si oui, c'est ça, mais pas toujours, ça dépend. Il faut gosser un petit peu. Là. Mais tu sais, même Whoopi Goldberg est une fan de Chosen. C'est pour vous dire que ça ratisse large. Merci beaucoup, Brigitte. Bienvenue. C'est le moment venu de la suggestion culturelle de la semaine. Et c'est moi, cette semaine, qui vous en fait une. Théâtre. Coup de théâtre. Il y a une série documentaire en 4 épisodes qui est sortie sur la plateforme Netflix, justement pour le début du temps du carême, qui s'appelle « Les mystères de la foi ». Et c'est une série sur les reliques, imaginez-vous donc. Ah. Donc, on va parler, entre autres, des reliques de la Passion, la couronne d'épines, même le Saint Graal. Je ne savais pas qu'on pensait avoir la relique du Saint Graal. La Sainte Croix. Et puis, il y a toujours comme une dimension historique. On explique d'où viendrait cette relique-là. Et puis après... Simon, Saint Graal, c'est Indiana Jones qui l'a trouvé. C'est ça, c'est sûrement ça. Je ne suis pas rendu à cet épisode-là encore. Le Saint-Suaire, es-tu là aussi? Non, pas pour, en tout cas, pour les 4 premiers épisodes qui sont sortis. Et puis, mais après ça, il y a des témoignages de gens dont la vie a été transformée parce qu'ils ont prié devant cette relique-là, touché la relique, qu'ils ont étudié cette relique-là. Et puis, c'est assez neutre comme série. Donc, ça essaie pas là, de dire c'est-tu vrai, c'est pas vrai. En fait, ça présente l'histoire, ça présente les témoignages. Et puis, ça laisse chacun porter son jugement. Donc, je vous encourage peut-être, à moins que vous ayez fait comme pénitence de carême la décision de ne pas consulter Netflix, ça peut être une série intéressante pour le temps du carême, Les mystères de la foi. Antoine, on n'est pas du monde à ton émission cette semaine. De quoi allez-vous parler?
On va parler de délinquance. C'est vraiment une émission formidable qu'on a enregistrée récemment avec le frère Jasmin Houle, que plusieurs auditeurs connaissent, là, qui est basé au camp Beau Séjour. Les frères du Sacré-Cœur sont là. Alors, frère Jasmin nous parle de son approche particulière, qui est une sorte de pédagogie de la confiance. Vous allez apprendre des choses, c'est certain. Et Jérémy Laliberté aussi est avec nous. C'est un intervenant ici à Québec, à la Villa des Jeunes. Manquez pas ça. Merci Antoine. Je me permets en cette fin d'émission de vous encourager à nous écouter sur les plateformes Facebook et YouTube, aussi à aimer, liker et surtout vous abonner à cette page-là. Ça nous donnerait un bon coup de main. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup d'offres sur Internet, alors pour nous démarquer, on a besoin, si tous nos auditeurs, cette semaine, là, si chacun de vous allez vous abonner à notre page YouTube, je suis sûr qu'on va doubler minimum le reach, comment on dit ça? La portée. La portée des verbomoteurs. Merci Antoine. Vous pouvez aussi toujours nous écrire vos commentaires, vos questions, vos suggestions à verbomoteur@le-verbe.com. Non, ça, c'est notre site Internet. L'adresse Internet, je pense que c'est l'inverse. En tout cas, allez sur notre page Le Verbe sur leverbe.com et vous trouverez tous les détails. Merci à Marianne Martin et Marie Laliberté à la réalisation technique. C'était Simon Lessard à l'animation. J'ai oublié de vous dire que cette semaine, on se laisse sur la pièce Petit singe de l'auteur-compositeur-interprète Vincent Dufour alias Valence. C'est tiré de son plus récent album La nuit s'achève, sorti le 2 février dernier. Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs. Un peu d'amour n'a jamais fait des blessés. Faut-il encore savoir comment faire pour aimer? Même à la longue, quand se fane une fleur dans le noir, on s'agrippe à la branche qui nous sert de support. Une larme que l'on pleure à l'effort pour qu'enfin se réveillent nos corps. Sur le tas se réveille nos corps. Quand l'histoire se répète chaque soir, on s'agrippe à la branche qui nous sert de support.